Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. On va parler de la piste longue, on va parler de la CIM, on va parler des élections. Notre invité c'est Isiaka Abdillah. Toujours du bonheur et du plaisir de le recevoir sur ce plateau. Isiaka, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, quand on a parlé de la piste longue avec Monsieur Meyer, le big boss de l'aéroport, il est venu sur ce plateau et il nous a expliqué avec ses mots que selon lui, il n'y avait pas forcément besoin d'une piste longue. C'est un professionnel de l'aéronautique, des aéroports, et ça a eu le don de vous faire réagir. Quand on s'est croisés, vous m'avez dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez crié très fort. Pourquoi? Oui, d'abord, il a eu l'occasion de se taire. Non, il a eu l'occasion de parler. Non, il a eu l'occasion de se taire, il ne l'a pas fait. Parce que c'est une affaire suffisamment importante pour que n'importe qui ne vienne s'immiscer. C'est un débat de société, c'est un projet de société qui doit aider au développement de ce pays. Alors, moi, ma réaction réside sur deux choses. Il a parlé de lits d'arrêt d'urgence. Ça, on retrouve les lits d'urgence dans les autoroutes, dans les routes, hein, quand il y a quand une voiture n'a pas de freinage. Et là, c'est la même chose qui est transposée depuis peu dans les aéroports. Je signale qu'à La Réunion, l'aéroport de La Réunion va être le premier aéroport de France et d'Europe à être équipé. Cela ne n'a pas empêché à La Réunion à la fois la piste courte qui fait 1500 mètres le dispositif a été installé. Et en ce moment, ils sont en train d'installer le dispositif pour l'autre piste qui est très longue. Alors, ce n'est pas parce qu'on a des lits d'arrêt d'urgence qu'on ne peut pas demander une piste longue. Parce que le lit d'arrêt d'urgence, c'est un dispositif qui permet juste aux avions, en cas de décollage raté ou d'atterrissage mouvementé, de pouvoir se déporter sur ce dispositif et atténuer un peu la vitesse. En tout cas, ça ne permet pas aux avions de voler en pleine charge, je dis bien, hein, et ça ne nous dispense pas des arrêts en aérobie, des arrêts techniques, parce que les avions ne seront toujours pas et ne pourront toujours pas embarquer du carburant nécessaire pour faire le trajet Dzaoudzi-Paris en direct. C'est pourquoi je suis profondément inquiet parce qu'il n'a pas donné les bonnes informations aux Mahorais. Mais on ne peut pas lui enlever le fait que c'est un professionnel de l'aéronautique. J'ai beaucoup de respect pour vous, Isiaka Abdillah, mais peut-être que je me trompe, mais j'ai le sentiment que c'est un professionnel de l'aéronautique, vous êtes un homme politique, il a quand même plus de crédit en termes de connaissances aéronautiques. Pas forcément, parce qu'il a la gestion de... C'est un commerçant comme tout le monde, il vend des boîtes de sardines comme tout le monde, hein, parce que c'est sur un billet, il prélève un petit pourcentage pour faire fonctionner sa boîte, hein. Il doit se contenter, et je l'ai dit, hein, c'est pas méchant, mais il doit se contenter de bien gérer l'aérogare qui fut déjà. Il faut qu'il colmate un peu le toit, qu'il fasse marcher l'escalator et qu'il présente un salon VIP qui répond aux normes internationales. Je crois que c'est la seule chose qu'on lui a demandé. S'agissant de la piste longue, il n'a aucune compétence. C'est une compétence qui relève de l'aviation civile française. Est-ce que vous êtes satisfait de la manifestation de ce week-end qui, selon la police, 300 personnes, 800 personnes selon les organisateurs, mais peu importe le nombre, est-ce que la mobilisation était à la hauteur des attentes? Je crois que c'est un début. C'est un début et je soutiens totalement les manifestants sur ce cas de figure. On ne peut pas, à chaque fois qu'il y a un projet, que les Mahorais aspirent à un projet qui l'ouvrira forcément à l'international, pas seulement des avions de voyage direct entre Paris et Mayotte et Paris, mais qui ouvrira d'autres perspectives. On ne peut pas se contenter de cette
de cette piste-là. Il faut l'allonger. Juste pour préciser, M. Meyer s'exprimait en tant que délégataire hein, et ne voulait pas sortir de la voix de son délégant. Ce n'était pas son avis perso sur ce plateau. Quand même donné son avis personnel. Hein. Il a donné son avis personnel. Il a donné son avis personnel et ça, ce qui est gênant. Il faut qu'il gère les boîtes de sardines qu'on lui a mis à la disposition. Siaka, il y a un vrai débat là-dessus. La piste longue, ça ne date pas d'aujourd'hui. Flo le dit régulièrement. Pourquoi ce débat ressort maintenant en 2018, début 2018, alors que ça fait des dizaines d'années qu'on en parle. Mais sur le fond, on nous dit oui, mais grâce à la piste longue, on va pouvoir développer le tourisme. Ok, on fait venir des touristes, direct. Ils dorment où? On n'a pas d'hôtel. On n'a pas réglé le problème de la sécurité. Est-ce qu'on peut vraiment développer le tourisme par la piste longue alors qu'on n'a pas encore réglé les autres problèmes? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux travailler dans l'autre sens? Est-ce que c'est opportun de mettre la charrue avant les bœufs? Non, ce n'est pas mettre la charrue avant le bœuf. En tout cas, le dossier, il est aussi prioritaire que les hôtels. Seulement, on a coutume à Mayotte de nous soumettre quotidiennement à la dictature de l'urgence. Je vais m'expliquer. C'est pas faux. La dictature de l'urgence, on règle les choses au fur et à mesure qu'elles arrivent. Ce qu'il faut, c'est un projet global de développement. Pour le moment, on ne l'a pas. Il faut un projet global de développement qui prend à la fois l'allongement de la piste, qui est vital, hein, qui est vital pour le développement de notre territoire, mais en même temps, l'aménagement, par exemple, des gares maritimes qui tiennent la route et non pas de gares maritimes qui mettent les voyageurs en danger. Il faut aussi développer tout un... Mais en tout cas, il faut un document d'ensemble pour le développement. Réfléchir sur plusieurs années et ne pas nous laisser à chaque fois envahir par la dictature de l'urgence. Parce que face à cette dictature, les solutions viennent, mais ne résout pas forcément le problème. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Siaka. C'est l'État qui est responsable de cet aéroport, qui est décisionnaire. Est-ce qu'on ne peut pas contourner le problème en trouvant un bailleur de fonds? Je m'explique. Madère est une région ultra-périphérique, a construit une piste longue, 400 millions d'euros, financée à 83% par l'Europe, 332 millions au total. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose, c'est-à-dire aller taper à la porte de l'Europe pour dire financez-nous, l'État ne pourra pas dire non? Et la situation géographique de Madère est très très compliquée, hein. C'est la jonction de 3 plaques. Hein. C'est ça. Il n'y a pas plus compliqué sur le plan sismique. Ah, oui. Oui, je crois qu'on a... C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de ne pas nous laisser dans la dictature de l'urgence. La préparation du prochain DOCUP, c'est entre 2000... enfin, ça doit être en 2020-2021, pour la deuxième phase, en tout cas en ce qui concerne Mayotte, au niveau des fonds européens. C'est maintenant qu'il faut réfléchir. À ce que, par rapport aux projets qui seront inscrits au prochain DOCUP. Là, c'est trop tard. Le train est déjà parti. En tout cas, les 300 millions qui ont été consignés dans l'actuel DOCUP ne pourront pas supporter, ont été fléchés. Donc, ne pourront peut-être pas supporter la construction de ces aéroports. Mais nous avons l'occasion, et en parlant tout à l'heure d'un projet d'ensemble, d'un projet d'avenir, d'inscrire sur le prochain DOCUP l'allongement de cette piste. Effectivement, on pourra contourner aujourd'hui le problème financier si c'est à l'État seul de supporter l'opération. Issaka Abdillah, vous avez été président de la CIM et on a des questions sur la CIM. Peut-être que vous allez pouvoir nous donner un avis là-dessus. On sait que l'État, par le biais de la ministre, a passé des accords avec la CIM, ou l'un de ses actionnaires. Et on se pose la question, est-ce que c'est une bonne chose ou pas forcément une bonne chose? C'est toujours intéressant quand l'État s'intéresse à notre activité. Et peut amener des moyens. Là aussi, l'État est pris, je parle toujours de cette dictature de l'urgence. Je crois que ces annonces, souvenez-vous, sont venues comment? Ces annonces sont venues après le drame de Congo. C'est vrai. Là, on répond à une urgence. On n'agit pas, on réagit. On réagit. Ce qu'il faut, c'est un débat sur le logement. Donner aux communes les moyens déjà de constituer dans chaque commune un service de logement capable d'identifier les besoins de chaque commune,
que ce soit en logement, en aménagement. Mais l'État annonce un chiffre de 10 000 logements au cours de la mandature de Macron. C'est ça. C'est les besoins de la Martinique. Pour l'outre-mer. À Mayotte, c'est 900. Hein. C'est seulement les besoins de la Martinique. Donc on se moque un peu du monde. S'agissant des besoins de Mayotte, quel est le maire qui a été consulté? Quel est l'endroit où on va construire? A-t-on la maîtrise du foncier? Je précise que la SNI est encore minoritaire à la CIM. Et que quelles que soient les décisions, parce que dans le cas de figure, effectivement, l'État indique sa politique en matière de logement, au sein d'une société comme la CIM, c'est au conseil d'administration de fixer la stratégie. Donc, un débat qui doit être engagé au sein du conseil d'administration, le conseil général, la commune de Mamoudzou, le SMIAM, la chambre de métier et le représentant des autres actionnaires pour fixer le cap. Mais la ministre qui annonce qu'il passe une convention avec un actionnaire, de plus en plus, il est minoritaire dans la société pour construire nos logements, c'est se moquer du monde. J'arrive pas à comprendre. C'est se moquer du monde. J'arrive pas à comprendre. L'État fixe. L'État qui va financer des logements L'État sociaux. ne peut faire dans ce cas de figure que fixer des grands objectifs. Et c'est au territoire de traduire et de passer les conventions nécessaires. Ici, le territoire dispose d'un outil qui s'appelle la CIM, avec un conseil d'administration et un président. C'est seulement ce président-là, à partir du moment où ils auront fixé et recueilli les besoins du territoire. Mais on n'est pas en train de chercher la petite bête, là? Parce que, non, c'est se moquer du monde parce que ça ne marchera pas. Dans l'absolu, à partir du moment où l'État envoie de l'oseille, même si c'est un actionnaire minoritaire, on ne va pas s'en plaindre. Mais l'oseille, où est l'oseille? Oui, au travers de la Convention. Non, il n'y a pas d'oseille. On va dire à la CIM d'aller emprunter. On demandera à la CIM d'aller emprunter, d'aller lever de la dette auprès de l'AFD et de la Caisse de dépôt et de consignation. L'État n'a pas mis de l'oseille sur la table pour la construction de ces logements. C'est la société qui va s'endetter. Donc c'est pourquoi, avant même que la société ne s'endette, il doit y avoir un débat en interne au conseil d'administration pour déjà vérifier est-ce que cette société aujourd'hui a les capacités financières de supporter le coût financier de ce logement. Samuel? J'ai l'impression que c'est un puzzle machiavélique, j'ai envie de dire, puisqu'on a l'établissement public foncier d'État avec un conseil d'administration largement majoritairement État, des fonctionnaires d'État, et là on va se retrouver avec le bailleur qui va utiliser les terrains de l'EPF avec l'État qui va financer. Donc on est pris en étau, on s'est fait baiser d'une certaine manière. Bien sûr. Moi, ce que je demande, c'est juste, comme me disent les 900 logements, l'État met combien? Combien l'État met? Je ne veux pas que ce soit la CIM qui va s'endetter. Dans ce cas de figure, combien l'État met? C'est important à savoir. En clair, vous nous dites que l'État est en train de passer une convention. Moi, je avec peux la CIM annoncer tout de suite que j'ai besoin de 15 000 logements pour Mayotte, mais qui paye? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye quelque part. Et c'est lui qui doit payer, doit engager le débat. Et c'est la CIM, le conseil d'administration. Il nous reste une poignée de minutes, quelques minutes, 2 minutes à peine. Impossible de ne pas parler de ces élections, impossible de ne pas parler de cette décision du Conseil constitutionnel. Votre sentiment sur ce qui s'est passé? Le Conseil constitutionnel a eu raison? Tout le monde est perdant. C'est-à-dire? Il y a plusieurs perdants. Oui. Il y a ceux qui ont été éliminés au premier tour et ceux qui sont éliminés au deuxième tour. Oui. Donc il faut refaire une nouvelle élection. Oui. Moi, je ne rentre pas sur les motifs. Oui. Le Conseil a décidé, je prends acte. Oui. Voilà. Est-ce que vous êtes candidat, Issa Kabila? Et chaque chose a son temps. Je ne sais pas si le Parti socialiste a un candidat. J'ai compris que la candidate sortante qui a été élue au départ sous l'étiquette socialiste est partie chez la République en marche. Oui. Donc je ne sais pas si le Parti socialiste aura un candidat ou pas. Oui. En ce qui me concerne, je dis je suis au service de mon pays, mon île. Vous n'écartez pas l'hypothèse de vous présenter? Ah ben, si toi tu me soutiens, oui. Non, je soutiens personne.
Donc, selon vous, alors au-delà du soutien, etc., selon vous, avec votre vision de la politique, en tant que sage, qui a le plus de chances de remporter cette élection? Je crois que tout le monde a sa chance là-dessus. Oh là, Tout ça- le monde ça, a- c'est Non, pas une mais réponse, franchement, Chaka. tout le monde a sa chance. A un peu. Les cartes vont se battre. Qui c'est les quatre? Les cartes, je Ah, les parle cartes, des pardon, cartes. J'ai compris que l'MDM aura un candidat, c'est quand même un parti important. Les Républicains aussi auront un candidat. Bah, ils Elad. sont comme... Et puis après, il y a un nouveau parti. La République en marche, c'est la mode maintenant. Est-ce que dans la lignée de ce qui s'est passé en métropole, est-ce que cet engouement va s'engager? Ici, on le verra. Est-ce que le Parti socialiste va présenter un candidat? Parce que visiblement, il n'en a pas. Est-ce qu'il y aura des accords? Est-ce que Bakary Liboto... Il y a beaucoup de questions à se poser. Je pense Est-ce que vous, qu'il êtes faut... toujours socialiste? Absolument. Ah, c'est vous alors, d'accord. Ah non, 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 non. je dis pas- Ah non, je veux dire, c'est vous le socialiste, d'accord. Non, je suis le socialiste. Je suis socialiste. Je n'ai pas dit que je suis candidat. Non, non, vous êtes Non. le socialiste de Lille. Parce qu'on Non. on les cherche, on les trouve plus. Ah non, non, ils existent encore. Ils existent encore, même si pour certains, plaisante, hein. élus sous la bannière quittent le navire. Donc si jamais une les fois. socialistes ne mettent pas en place un candidat, vous pourriez éventuellement être le candidat des socialistes pour Non, cette élection. pas forcément, mais il y aura des cartes qui seront battues à ce moment-là. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Issaq Abdillah d'être venu sur ce plateau. On a entendu votre coup de gueule sur l'aéroport. Pas content, hein. Et sur la cime. Et sur la cime aussi, oui. On va suivre ça de près. Parce qu'on va voir comment les choses évoluent. Qui va mettre l'oseille, que ce soit pour la piste longue, que ce soit pour la cime. Et qui va mettre l'oseille pour les élections. L'escalator aussi de la... L'escalator, l'escalator. Allez, Boîte c'est de tout pour sardines. ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.